Dégage. Tu n'es qu'un poids mort. Prends tes larmes inutiles avec toi. Ces mots, il les a prononcés en lui claquant la porte au nez, ses valises jetées à ses pieds. Comme si 10 ans de mariage n'avaient jamais existé. À cet instant, elle est devenue une sans-abri, mais pas seulement au sens propre. Sans toit, certes, mais surtout sans place dans le cœur de quelqu'un. Seule, brisée, abandonnée. Jusqu'à ce qu'elle le voie. Un petit garçon grelottant, recroquevillé contre un étal de marché. Affamé, oublié, sans personne au monde à qui appartenir. Dans ses yeux, elle a vu le reflet de ses propres blessures. Alors, elle a fait la seule chose que son mari n'avait jamais faite pour elle. Elle l'a choisi. Et elle l'a élevé avec l'amour qu'on ne lui avait jamais donné. Un jour, l'homme qui l'avait chassé est revenu en rampant, désespéré et tremblant. Car à ses côtés se tenait quelqu'un qu'il n'aurait jamais imaginé. Le garçon des rues qu'il avait autrefois ignoré. Devenu un milliardaire. Et ce garçon l'appelait « maman ». Parfois, la famille que l'on choisit devient le miracle qui nous sauve. Et parfois, l'enfant que le monde rejette devient celui qui vous élève plus haut que quiconque aurait pu l'imaginer. Claire se réveilla avant le lever du soleil, comme on le fait quand le corps a appris à anticiper les ennuis. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Le genre de silence qui signifiait que la famille de Marc était déjà en bas, murmurant des choses qu'elle n'était pas censée entendre. Elle resta un instant allongée, fixant le plafond, sachant qu'elle ne pourrait pas se cacher ici éternellement. Dès qu'elle sortirait de la chambre, elle entrerait tout droit dans l'arène du jugement. Elle enfila un pull et descendit les escaliers. La voix d'Evelyne fut la première chose qu'elle entendit. C'était toujours le cas. Elle n'est même pas capable de garder le garde-manger en ordre. Je te jure, Marc, cette femme n'a reçu aucune éducation avant que tu ne l'épouses. Claire s'arrêta sur la dernière marche. Elle ne faisait aucun bruit, mais tout son être s'était figé. Evelyne était assise à la table de la salle à manger, le dos parfaitement droit, habillée comme si elle attendait une équipe de tournage plutôt que le petit déjeuner. Marc était en face d'elle, les yeux rivés sur son café, comme s'il contenait toutes les réponses qu'il refusait de donner à Claire. Claire entra dans la pièce et lança un doux bonjour. Personne ne lui répondit. Evelyne lui offrit un sourire pincé qui n'en était pas vraiment un. C'était le genre d'expression que l'on réserve à quelqu'un dont on a déjà décidé qu'il n'a pas sa place. « Tu es levé tard », dit Evelyne en jetant un œil à l'horloge. « Encore. »« Il est 7h30, » répondit Claire. « Et Marc est debout depuis 5 heures. » Certaines personnes croient en la discipline. Marc ne corrigea pas sa mère. Il ne regarda même pas Claire. Il continua simplement de remuer son café, bien après que le sucre fut dissous. Claire commença à préparer le petit déjeuner par habitude. Toast, comme d'habitude. Elle essayait de ne pas écouter, mais les mots qu'Evelyne laissait tomber étaient comme des aiguilles visant délibérément sa peau. Chaque commentaire portait le nom de Claire, qu'Evelyne le prononce ou non. Quand Claire posa les œufs sur la table, Evelyne ne dit pas merci. Elle inspecta simplement l'assiette, comme si elle cherchait des défauts. Claire s'assit en dernier. Toujours. C'était plus simple ainsi. Plus simple de rester invisible jusqu'à ce que quelqu'un ait besoin de quelque chose. Marc, dit Evelyne en coupant ses œufs sans lever les yeux. Je t'ai dit que le comité du brunch de charité ne veut plus d'elle à l'accueil cette année. Ils ont dit que l'année dernière, c'était désorganisé. La tête de Claire se redressa brusquement. Ils ont dit quoi? Evelyne continua de manger. Ne fais pas semblant d'être choquée, ma chère. Ce n'était pas ton point fort. Ce n'est pas vrai, dit Claire, sa voix un peu trop faible, un peu trop pleine d'espoir. Marc parla enfin. Laisse tomber, Claire. Laisse tomber. 2 ans de bénévolat, des heures de planification, et les seuls mots qu'il trouvait étaient « laisse tomber ». Elle déglutit avec peine. Elle ne faisait plus confiance à sa propre voix pour parler. La sonnette retentit. Claire utilisa l'excuse pour se lever rapidement, presque reconnaissante de cet échappatoire. Mais en ouvrant la porte, elle trouva un colis pour Evelyne, et l'instant de répit prit fin avant même d'avoir commencé. Quand elle retourna à table, la pièce était déjà plus froide. Evelyne était passée à une nouvelle plainte. Quelque chose sur les habitudes dépensières de Claire, quelque chose sur leur compte en banque. Claire essaya de faire abstraction. Elle aurait souhaité que Marc la regarde, ne serait-ce qu'une fois, mais il ne le fit pas. Après le petit déjeuner, elle monta chercher le linge. En passant devant le bureau, elle s'arrêta. Elle ne voulait pas écouter. Elle ne voulait pas s'arrêter, mais son nom flottait déjà à travers la porte entr'ouverte, comme un poison s'infiltrant par une fissure. Elle est en train de vider la famille,
disait Evelyne. Émotionnellement, financièrement, socialement. Tu le sais. Je le sais. Claire sentit son cœur battre contre ses côtes. Marc ne répondit pas tout de suite. Il soupira. Un long soupir qui sonnait comme une reddition. Tu as toujours dit ça, maman. Parce que c'est vrai. Tu lui as donné 10 ans. C'est plus que suffisant comme charité. Charité? Claire plaqua une main sur sa bouche avant que sa respiration ne la trahisse. Elle attendit que Marc rejette l'idée, même doucement, qu'il dise quelque chose comme « Ne parle pas de ma femme comme ça ». Mais le silence lui répondit, puis le grincement d'une chaise, et enfin la voix de Marc. « Je n'en peux plus d'elle. Elle est toujours à fleur de peau, toujours dans mes pattes. » Les mots frappèrent Claire si fort qu'elle dut s'appuyer contre le mur pour rester debout. Elle ne savait pas combien de temps elle resta là, à écouter la lente destruction de son mariage. Assez longtemps pour que quelque chose en elle se fissure silencieusement, comme la glace qui cède sous la pression. Elle se hâta de partir quand elle entendit des pas se diriger vers le couloir. Elle atteignit la chambre avant que quiconque ne la voie. Elle s'assit sur le bord du lit, les mains tremblantes, fixant la porte comme si la vérité pouvait entrer et s'expliquer différemment. Mais aucune vérité ne vint. Plus tard dans l'après-midi, elle essaya de faire comme si de rien n'était. Marc agissait comme si rien ne s'était passé. Evelyne agissait comme si Claire n'existait pas. Claire nettoyait, cuisinait, pliait, organisait. N'importe quoi pour occuper son esprit. Elle essayait de continuer à respirer dans une maison qui l'étouffait lentement. En allant ranger des serviettes dans la salle de bain, quelque chose attira son attention. Le téléphone de Marc, écran vers le haut, sur le comptoir. Un texto brillait encore sur l'écran. « Hâte de te voir ce soir. Tu me manques. » Son estomac se noua. Le nom au-dessus du message rendait les choses pires. Jenna. La collègue de Marc, celle qui riait toujours un peu trop fort à ses blagues. Celle qui avait dit un jour à Claire lors d'une fête de fin d'année, « Tu as tellement de chance d'avoir un homme comme Marc. Je ne sais pas comment tu fais pour le suivre. » Claire prit le téléphone avec des doigts engourdis. Elle se dit qu'elle imaginait des choses, qu'elle interprétait mal, mais la conversation était ouverte. Jenna avait envoyé des photos, des messages tard dans la nuit, des photos de dîner qu'elle et Marc étaient censés avoir eu pour le renforcement d'équipe. Renforcement d'équipe. Il ne prenait même plus la peine de se cacher. Claire fit défiler les messages jusqu'à atteindre la phrase qui brouilla sa vision. « J'aimerais que tu sois dans mon lit au lieu du sien. » Sa gorge se serra. Elle sentit ses genoux faiblir. Elle dut s'agripper au lavabo pour rester debout. Marc entra à cet instant précis. « Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone ?» lança-t-il. Claire se tourna vers lui, le téléphone toujours à la main. « Depuis combien de temps ?» Ses yeux ne montraient aucune culpabilité, seulement de l'irritation, comme si elle interrompait quelque chose d'important. « Donne-moi ce téléphone. »« Depuis combien de temps, Marc ?»« Tu réagis de manière excessive, » dit-il. « Tu réagis toujours de manière excessive. Est-ce que tu me trompes ?» Il leva les yeux au ciel. « Ne sois pas dramatique. » Le monde bascula. Elle recula d'un pas, ne faisant plus confiance à ses jambes. « Dis-moi juste la vérité, » murmura-t-elle. La mâchoire de Marc se crispa. « Je n'ai pas le temps pour tes insécurités. » Insécurité? C'était sa défense. Claire sentit quelque chose changer en elle. Une rage silencieuse, un chagrin muet se mêlant dans sa poitrine jusqu'à ce qu'elle puisse à peine respirer. Marc lui arracha le téléphone des mains et sortit sans un mot de plus. Elle le suivit dans la chambre. « On ne peut pas ignorer ça, Marc. » Il ouvrit le placard. « Je n'ignore rien. »« Si, tu le fais. Dis-le, » le supplia-t-elle. « Dis qu'il y a quelqu'un d'autre. »« Ça ne te regarde pas. Je suis ta femme, pour l'instant. » Les mots étaient assez tranchants pour couper la peau. Marc passa devant elle et descendit. Claire resta là, fixant le seuil de la porte vide. Elle se sentait comme un fantôme dans sa propre maison. Le soir venu, elle savait que Lynn, la sœur de Marc, et son groupe d'amis venaient dîner. Elle essaya de se ressaisir. Elle ne voulait pas s'effondrer devant des gens qui n'attendaient que sa chute. Quand tout le monde arriva, la maison se remplit de parfums coûteux, de rires bruyants, et de cette assurance que l'on n'obtient que lorsqu'on n'a jamais eu à s'inquiéter de rien. Claire faisait le tour du salon avec des amuse-gueules, essayant de se fondre dans le décor. Marc se tenait près du bar, riant avec ses amis. Claire força un sourire en proposant des boissons. L'une des femmes, Tessa, examina longuement la robe de Claire. « C'est charmant, dit-elle. C'est du vintage ? » « Non,
répondit doucement Claire. Juste vieux. Oh, je pensais que vous l'aviez peut-être trouvé dans une de ces collectes de dons où vous faites du bénévolat. Vous savez, dans ces quartiers. Tessa adressa un sourire narquois à une autre femme. Claire sentit son visage brûler. Ce n'est rien, dit-elle. C'est juste une robe. Mais les femmes continuèrent. Marc doit être si patient, murmura l'une d'elles assez fort pour que Claire entende. Je ne sais pas comment il fait pour vivre sans une femme élégante. C'est peut-être pour ça qu'il reste tard au bureau. Elles rirent. Marc ne dit pas un mot. Il ne la défendit pas. Il n'arrêta pas les plaisanteries. Il ne lui jeta même pas un regard. Il prit juste une autre gorgée de son verre. Claire posa le plateau sur une table d'appoint et se réfugia dans la cuisine avant de pleurer devant des étrangers. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle pressait une main contre sa poitrine, essayant de calmer sa respiration. Ce n'était pas son mariage. Ce n'était pas sa vie. Elle ne savait pas comment les choses avaient pu pourrir si profondément. Mais quand elle sortit de la cuisine, prête à prendre Marc à part et à exiger de lui un peu d'humanité, elle se figea de nouveau. Marc parlait à son meilleur ami, Tyler. « Je te jure, mec, disait Marc, l'air épuisé. Elle est devenue un fardeau. Tout est un drame. Tout est émotion. Tu vas faire quelque chose ? Demanda Tyler. Ouais, dit Marc. Bientôt. Claire recula avant qu'il ne la voie. Bientôt. Le mot résonnait dans sa tête. Elle n'était pas sûre de ce que cela signifiait, mais aucune des possibilités n'était bonne. Elle retourna à la fête juste le temps de dire qu'elle avait mal à la tête. Personne ne contesta. Personne ne s'en soucia. Marc ne la regarda même pas quand elle s'excusa. Elle monta et s'assit de nouveau sur le bord du lit. La maison bourdonnait des rires en bas, mais pour elle, cela sonnait comme la célébration de la défaite de quelqu'un. Elle ne sut pas quand le bruit en bas s'estompa dans le silence. Elle ne sut pas quand Marc monta. Elle s'en fichait. Elle resta éveillée pendant des heures, fixant la porte, attendant que quelque chose ait un sens, mais rien n'en avait. Le lendemain matin, Marc lui adressa à peine la parole. Il mangea en silence, vérifia son téléphone et quitta la maison avec un simple hochement de tête. Evelyne partit juste après lui, satisfaite des graines qu'elle avait semées. Claire nettoya la cuisine dans un état second. Elle se déplaçait lentement, chaque partie de son corps lourde. Elle essuyait le comptoir même quand il était déjà propre. Elle essayait de se donner quelque chose à quoi s'accrocher, mais rien ne tenait. Vers midi, elle sentit une étrange tension dans sa poitrine, le pressentiment que quelque chose de pire arrivait, quelque chose qu'elle ne pourrait pas éviter. Elle ne savait juste pas à quel point c'était imminent. Elle monta faire le lit, se disant qu'elle parlerait à Marc ce soir, peu importe la difficulté. Elle passa de nouveau devant le bureau, essayant de ne pas regarder à l'intérieur, mais la porte était légèrement ouverte. Et Marc était à l'intérieur. Et cette fois, il n'était pas seul. Il était assis au bureau avec une pile de papiers, des contrats, des relevés bancaires, des formulaires juridiques, le genre de choses que les gens ne rassemblent qu'avant de prendre une grande décision. Une décision dont on n'a pas l'intention de vous avertir. Et c'est là que Claire réalisa qu'elle n'imaginait rien. Il se préparait à quelque chose. Se préparait pour elle. Préparait un avenir où elle n'existait pas. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Elle le regarda, inaperçue, tandis qu'il triait les documents avec une concentration froide. Pendant des années, elle avait eu peur de perdre Marc. Maintenant, elle commençait à comprendre qu'elle l'avait déjà perdu. Et il ne se contentait pas de partir. Il prévoyait de la détruire en chemin. Claire se força à respirer aussi silencieusement que possible. Elle recula de la porte, un pas lent à la fois, en prenant soin de ne faire aucun bruit. Elle ne savait pas ce qu'il préparait, mais elle savait que cela la concernait, et que ce n'était pas bon. Elle atteignit le seuil de la chambre et ferma doucement la porte derrière elle. Elle appuya son front contre le bois. Le temps lui manquait. Elle ne savait pas combien de temps encore elle pourrait tenir, et elle ne savait pas que le prochain coup viendrait plus vite qu'elle ne s'y attendait. Claire passa le reste de l'après-midi dans la chambre, essayant d'empêcher son esprit de tourner en rond. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait les papiers de Marc sur le bureau, les piles bien ordonnées, la concentration froide dans ses yeux. Il ne travaillait pas sur l'entreprise. Il ne résolvait pas un problème. Il préparait quelque chose qui l'impliquait, quelque chose qu'elle n'était pas censée voir avant qu'il ne soit trop tard. Elle arpentait la pièce, se tordant les mains, s'arrêtant seulement pour s'asseoir sur le bord du lit, puis se relevant. Le sol semblait instable, l'air trop rare, chaque respiration était un effort. Au moment où Marc rentra à la maison, elle s'était convaincue qu'elle avait besoin de réponses. Pas plus tard, pas demain.
Maintenant. Il entra juste après 6 heures. Elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir, puis se refermer plus fort que d'habitude. Elle entendit le bruit de ses clés jetées sur le comptoir, le bref soupir qu'il poussait toujours après une longue journée. Claire descendit lentement les escaliers, essayant de calmer ses nerfs. Marc ne leva pas les yeux quand elle apparut dans la cuisine. Il ouvrit le réfrigérateur, en sortit une boisson en bouteille et but une lente gorgée comme s'il était seul. « On peut parler ?» demanda-t-elle. Marc ne se retourna pas. « De quoi ? Tu sais de quoi ?» Il posa la bouteille, toujours face à l'évier. « Claire, je n'ai pas l'énergie pour ça. »« Tu n'as jamais d'énergie pour quoi que ce soit qui me concerne, » dit-elle. Sa voix n'était pas forte, mais elle était assez ferme pour attirer son attention. Il se tourna alors, s'appuyant contre le comptoir avec cette expression gardée qu'elle avait appris à craindre. « De quoi veux-tu parler ?» demanda Marc sèchement. « Des textos, » dit-elle. « Les messages de Jenna, les photos, les choses qu'elle a dites, les choses que tu as répondues. » La mâchoire de Marc se contracta. « On est encore là-dessus ? Il n'y a rien d'autre sur quoi être. » Il expira brusquement. « Jenna est une collègue. Tu as dit que tu aimerais être dans son lit. » Je me défoulais. Claire cligna des yeux. « Te défouler ? » Oui, Claire. Les adultes se défoulent. On se plaint. On dit des choses qu'on ne pense pas. Ce n'était pas une plainte. Sa voix se brisa. C'était de la trahison. Marc détourna le regard, se frottant le front comme si c'était elle qui l'épuisait. « Je t'ai dit que tu interprètes les choses. »« Alors explique, » dit-elle. « Explique pourquoi tu l'as embrassé sur ces photos. Explique pourquoi tu lui as dit que tu étais fatigué de rentrer à la maison et de me trouver là. Explique pourquoi tu lui as dit. » « Assez. » lança Marc. « Je ne te dois pas d'explication pour chaque message sur mon téléphone. Tu es mon mari. Plus pour très longtemps. » Les mots la frappèrent si fort qu'elle dut s'agripper au comptoir. Marc la regarda comme s'il attendait qu'elle s'effondre. Comme elle ne le fit pas, il passa devant elle, se dirigeant vers le salon comme si la conversation l'ennuyait. Claire le suivit. « Tu mets fin à notre mariage, comme ça ? » « C'est toi qui y as mis fin, » dit-il en attrapant la télécommande. « Comment ? » « En devenant quelqu'un que je ne veux plus. » La phrase eut l'effet d'une gifle. Elle le regarda, abasourdie. « J'ai essayé. J'essaie depuis des années. » Essayer ne suffit pas. Claire sentit quelque chose céder en elle. Une rupture silencieuse. Elle ne pouvait plus s'arrêter. « Marc, s'il te plaît, parle-moi. Dis-moi ce que j'ai fait de mal. » Il ne leva pas les yeux. « Tu existes dans un état de besoin constant. C'est étouffant. » Avoir besoin de mon mari est étouffant ? Avoir besoin de quoi que ce soit de moi est étouffant, dit-il froidement. Elle recula d'un pas, respirant à peine. « Je t'ai entendu tout à l'heure, » murmura-t-elle, « parler à ta mère, dire que je vide la famille. » Marc n'eut pas l'air surpris. « Eh bien, c'est le cas. » Elle ferma les yeux. « Je t'ai soutenu dans tout. Tes longues heures, tes problèmes d'entreprise, tes erreurs. Et tu me les rappelles, dit-il. Je ne le fais pas. Si, tu le fais. » Il se leva, les yeux perçants. « Chaque regard triste, chaque soupir, chaque petit moment où tu attends que je te réconforte. C'est comme si tu voulais que je porte toutes tes émotions. »« Parce que je te faisais confiance, » murmura-t-elle. « C'est ça le problème, » dit Marc. « Je ne veux plus de cette responsabilité. » Elle prit une autre inspiration, plus tremblante qu'elle ne l'aurait voulu. « Alors sois un homme et dis-le. Dis que tu veux partir. »« Tu veux que je le dise ?» dit-il en s'approchant. « Très bien. Je ne t'aime plus. » Les mots la vidèrent de sa substance. Il ne cligna pas des yeux. Il ne s'adoucit pas. Il la fixa simplement, comme s'il était fier de la propreté de la coupure. Et c'est là que Claire sut. Il n'y avait rien à réparer. L'homme qu'elle avait épousé avait disparu. Le silence s'étira jusqu'à ce que Marc le brise d'un haussement d'épaule. « Tu retomberas sur tes pieds. Tu le fais toujours. » Elle faillit rire, car elle n'arrivait même pas à se tenir sur un sol stable à ce moment-là. Cette nuit-là, ils parlèrent à peine. Marc resta dans son bureau, la porte fermée. Claire s'assit sur le canapé, fixant l'écran de télévision noire, essayant d'avaler la douleur dans sa poitrine. Elle repassa les années, les débuts où il était doux, les années intermédiaires où il devint distant, les derniers mois où elle avait essayé plus fort qu'il ne l'avait jamais remarqué. Elle se sentait comme un fantôme hantant la mauvaise maison. Le matin, elle avait à peine dormi,
mais elle se força à se lever. Elle devait continuer à bouger. Elle devait trouver quoi faire ensuite. Mais Marc avait déjà décidé pour elle. Vers 10 heures, il entra dans la chambre avec un calme étrange dans les yeux. Il avait l'air de s'être entraîné devant un miroir. « Il faut qu'on parle », dit-il. Claire se leva lentement. « De quoi ? De nous ?» Il désigna sa valise dans le coin. « Fais tes affaires. » Tout son corps se glaça. « Quoi ? J'en ai fini, Claire. Je ne vais pas me répéter. Tu me mets à la porte ? » Sa voix tremblait. « Comme ça ? Tu t'en sortiras. Tu peux aller chez quelqu'un. »« Je n'ai personne, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas mon problème. » Elle se mordit la lèvre, essayant de ne pas pleurer. « Marc, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pas comme ça. Je suis fatiguée, Claire. Fatiguée du drame. Fatiguée d'être le méchant quand c'est toi qui as décroché il y a des années. » C'était si absurde qu'elle ne pouvait même pas parler. « Il n'y a plus rien ici, » dit Marc. « Pars avec la dignité qu'il te reste. » Elle secoua la tête. « Ce n'est pas de la dignité. C'est de la cruauté. » Il souleva sa valise et la lui fourra dans les bras. « C'est la réalité. » Elle ne se souvint pas d'avoir pris le deuxième sac. Elle ne se souvint pas d'avoir descendu les escaliers. Tout semblait lointain, comme si elle était sous l'eau et que le monde continuait de bouger au-dessus d'elle. Quand elle atteignit le seuil, Marc lui ouvrit la porte. Non pas comme un gentleman, mais comme quelqu'un qui sort les poubelles. « Marc, je n'ai nulle part où aller, » murmura-t-elle. Il ne sia pas. Il ne respira pas. Il s'en fichait. Il se pencha et prononça les mots qui la hantraient pour le reste de sa vie. « Dégage. Tu n'es qu'un poids mort. Prends tes larmes inutiles avec toi. » Puis il poussa les sacs vers elle et lui claqua la porte au nez si fort que la maison trembla. Claire resta là, dans le froid, ses bagages à ses pieds, fixant la porte qui avait autrefois signifié « foyer ». Elle attendit qu'elle s'ouvre à nouveau, qu'il dise qu'il ne le pensait pas, que quelque chose d'humain se glisse à travers les fissures. Rien ne vint. Le vent transperçait son pull. Une voiture passa quelque part. Un boya. La vie continuait, comme si la sienne ne venait pas de s'arrêter. Elle enlaça ses bras autour d'elle et se mit à marcher. Elle ne savait pas où elle allait. Elle savait juste qu'elle ne pouvait pas rester devant la maison, comme quelqu'un qui attend d'être secouru. Les rues étaient animées de gens vaquant à leurs occupations, des familles chargeant leurs courses, des enfants courant devant leurs parents, des couples se tenant la main. Chaque scène la blessait d'une manière différente. Elle marcha pendant des heures. Ses jambes lui faisaient mal, sa gorge brûlait à force de retenir ses larmes. Et pourtant, elle continuait de bouger, car s'arrêter signifiait tout ressentir trop profondément. Au moment où elle atteignit les abords du quartier du marché, le soleil commençait à se coucher. L'air se fit plus glacial. Le monde s'assombrit. Elle ralentit en voyant un petit étal de marché qu'on fermait pour la nuit. Des fruits frais empilés dans des caisses, des restes recouverts de plastique. Le vendeur tira une bâche sur sa table et s'éloigna. Claire serra plus fort ses bras autour d'elle. Puis elle remarqua quelque chose. Une petite forme blottie sur le côté de l'étal. Elle cligna des yeux. Ce n'était pas une forme. C'était un enfant, un garçon, peut-être de 9 ou 10 ans, recroquevillé sur le sol, les bras enroulés autour de son corps maigre. Ses vêtements étaient usés, ses cheveux en désordre, son visage maculé comme si la journée avait été plus dure qu'il ne pouvait le supporter. Il frissonnait à chaque coup de vent. Il leva les yeux vers elle, et au moment où leurs regards se croisèrent, larges, fatigués, effrayés, Claire sentit quelque chose la secouer au plus profond d'elle-même. Elle s'arrêta de marcher. Elle le fixa. Il la fixa en retour. Deux âmes brisées se regardant dans la lumière déclinante. Elle prit une lente inspiration, puis, le cœur encore endolori, sa vie en morceaux, et tout ce qu'elle venait de perdre pesant lourdement sur ses épaules, Claire s'avança vers le garçon. Il leva la tête, attendant. Claire ne bougea pas tout de suite. Elle se tenait à quelques mètres du garçon, incertaine d'avoir le droit de s'approcher. Elle n'avait rien à lui offrir. Pas de maison, pas d'argent, pas de sécurité. Sa vie avait été mise en pièces moins d'une heure auparavant, et elle ne savait pas de quoi demain serait fait. Mais les yeux du garçon la retinrent là. Ils étaient fatigués, creux, plus vieux que les yeux d'un enfant ne devraient jamais l'être. Et quand il frissonna, resserrant sa fine veste autour de lui, quelque chose en elle bascula. C'était d'abord une sensation infime, fragile, presque un murmure, mais elle grandit, devint stable et indéniable. Elle ne pouvait pas s'en aller. Elle s'agenouilla à une courte distance de lui, en faisant attention de ne pas l'effrayer. « Salut »,
dit-elle doucement. Le garçon sursauta, mais ne s'enfuit pas. Il l'observait comme on observe un feu, espérant la chaleur, mais craignant de se brûler. Il fait froid, dit Claire. Tu as besoin de quelque chose? Il ne répondit pas. Ses lèvres étaient sèches, ses mains tremblantes. Il ramena ses genoux contre sa poitrine, comme s'il essayait de se réduire à néant. Je m'appelle Claire, dit-elle gentiment. Je ne te ferai pas de mal. Je te le promets. Il baissa de nouveau les yeux vers le sol. Il ne la croyait pas. Pas encore. Claire remarqua un sac à dos déchiré à côté de lui. Il semblait avoir été traîné sur le ciment trop de fois. Une fermeture éclair pendait, cassée. Une poche béait, vide. Tu as faim? Demanda-t-elle. Ses épaules se soulevèrent à peine. Un minuscule haussement. Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas un non non plus. Claire regarda autour d'elle. De l'autre côté de la rue, il y avait un petit restaurant avec une enseigne au néon qui clignotait comme si elle était fatiguée, elle aussi. Elle ouvrit son portefeuille, même si elle savait ce qu'elle y trouverait. 2 billets froissés et quelques pièces. C'était tout ce qui lui restait. Elle se leva lentement. Je vais te chercher quelque chose de chaud à manger. D'accord? La tête du garçon se releva brusquement. La peur éclata dans ses yeux. La peur qu'elle parte et ne revienne pas. La poitrine de Claire se serra. Je reviens tout de suite, dit-elle. Je te le promets. Elle se dépêcha d'aller au restaurant, les mains tremblantes en poussant la porte. Une serveuse leva les yeux avec un intérêt modéré. Juste un café? Demanda-t-elle. Non, dit Claire. 2 repas à emporter. Quelque chose de chaud, quelque chose de rapide. La serveuse lui tendit un menu, mais Claire le repoussa. Ce qui coûte le moins cher, s'il vous plaît. La serveuse jeta un coup d'œil aux vêtements usés et au visage fatigué de Claire et hocha lentement la tête. Je vais vous préparer quelque chose. Pendant que la serveuse préparait les repas, Claire appuya ses paumes sur le comptoir et déglutit péniblement. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre peau. Un instant plus tôt, elle avait une vie, une maison, un mari. Maintenant, elle comptait ses pièces pour nourrir un enfant qu'elle n'avait jamais rencontré, mais cela semblait juste. C'était la première chose réelle qu'elle faisait depuis des années. Quand la nourriture fut prête, elle ramena le sac à l'étal du marché. Le garçon était toujours là. Il n'avait pas bougé. « Je t'avais dit que je reviendrais », dit-elle doucement. Elle s'assit à côté de lui cette fois. Proche, mais pas trop. Elle ouvrit les récipients et la vapeur s'éleva comme un espoir. Le garçon fixa la nourriture, stupéfait. « Vas-y », l'encouragea Claire. Il n'eut pas besoin d'une deuxième invitation. Il attrapa la cuillère à 2 mains, comme quelqu'un qui craint qu'elle ne disparaisse, et commença à manger vite. Trop vite. Doucement, dit-elle gentiment. Tu vas te rendre malade. Il se figea, la cuillère à mi-chemin de sa bouche, ne sachant pas si elle le grondait. Claire secoua la tête. C'est bon. Je ne veux juste pas que tu aies mal au ventre. Il hocha la tête d'un petit signe et continua à manger, plus lentement cette fois. Claire observait ses mains tremblantes, la façon dont il protégeait le récipient comme si quelqu'un pouvait le lui arracher. Elle attendit qu'il fasse une pause avant de demander « Comment tu t'appelles » Il fallut un long moment avant qu'il ne réponde. Sa voix était rauque, à peine audible. « Ellie. » Claire sourit. « Salut, Ellie. » Il ne sourit pas en retour, mais il ne détourna pas le regard non plus. « Où sont tes parents » demanda-t-elle doucement. Son corps se tendit. Il enfourna une autre cuillerée dans sa bouche sans répondre. « D'accord, » dit-elle rapidement. « Tu n'as pas à me le dire. Pas si tu ne le veux pas. » Il se détendit un peu, mais seulement un peu. « Tu as un endroit où aller ce soir » Ellie regarda le sol. Puis il secoua la tête. « Tu dors souvent ici » demanda-t-elle. Il haussa de nouveau les épaules. « Depuis combien de temps es-tu seul » Cette fois, il ramena ses genoux contre sa poitrine et enfouit son visage un instant. Le cœur de Claire se brisa à cette vue. « Je suis désolée » murmura-t-elle. « Je ne demanderai plus. » Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Les gens passaient. Les voitures klaxonnaient. Les commerçants fermaient leurs portes. La vie bougeait autour d'eux, bruyante et indifférente. Mais le petit espace où elle et Ellie étaient assis semblait étrangement calme. Finalement, il murmura, depuis un moment. Claire n'insista pas. Elle hocha simplement la tête. « Merci de me l'avoir dit. » Il jeta un coup d'œil à ses mains, puis au sac à côté d'elle. La seule chose qui lui restait. Ses yeux s'adoucirent.
Peut-être sentait-il déjà qu'elle était brisée, elle aussi. Tu as froid, murmura Ellie. Claire sourit tristement. Oui, un peu. J'ai un t-shirt en plus, dit-il en montrant son sac. Non, mon grand, dit-elle. Garde-le. Tu en as plus besoin que moi. Ellie se tut de nouveau. Claire regarda ses derniers billets. Juste assez pour une nuit dans le motel le moins cher. Peut-être s'il ne posait pas trop de questions. Ellie, dit-elle doucement. Voudrais-tu dormir dans un endroit chaud ce soir? Ses yeux s'écarquillèrent. Il semblait prêt à fuir, comme s'il avait déjà entendu ça. Et ça ne s'était jamais bien terminé. Tu n'es pas obligé de venir avec moi, dit Claire rapidement. Je ne te force pas. C'est juste que, je ne veux pas que tu dormes dehors, seule. Il la fixa longuement, étudiant son visage comme pour essayer de deviner ce qu'elle voulait vraiment. Finalement, il murmura, « Pourquoi ?» Claire ouvrit la bouche, mais la vérité sortit avant qu'elle n'ait eu le temps de réfléchir. « Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un m'a jeté, » dit-elle. « Et je ne veux pas que tu te sentes comme je me suis sentie. » Ellie la regarda avec quelque chose de nouveau dans les yeux. Pas de la confiance, pas encore, mais quelque chose de proche, quelque chose d'espoir, quelque chose de douloureux. Il se leva lentement, ramassant son sac à dos. Claire se leva aussi, en faisant attention de ne pas l'envahir. « D'accord, » dit-il doucement. Ils marchèrent côte à côte vers le motel Bon Marché au bout de la rue. L'enseigne au néon clignotait au-dessus d'eux, bourdonnant comme un battement de cœur fatigué. À l'intérieur, le réceptionniste leva à peine les yeux. 50 pour la nuit. Claire tendit son argent avec des mains tremblantes. C'est après les taxes? Le réceptionniste haussa un sourcil. 48 plus taxes. Claire compta chaque pièce. Il lui manquait quelques dollars. Elle déglutit péniblement. Pourriez-vous, s'il vous plaît, juste pour cette fois? Pas de réduction, dit le réceptionniste. C'est la politique. Ellie tira sur sa manche. On peut dormir dehors, murmura-t-il. J'ai l'habitude. C'est ça le problème, dit doucement Claire. Avant qu'elle n'ait à supplier de nouveau, une voix vint du couloir. Laisse-les avoir la chambre, Joe. Il gèle dehors. Le réceptionniste soupira, agacé. Très bien, une nuit. Claire expira si profondément qu'elle faillit s'affaisser contre le comptoir. Elle prit la clé et conduisit Ellie à la petite chambre près de l'arrière. Ça sentait le vieux tapis et le détergent bon marché, mais c'était chaud et il y avait une serrure. Ellie se tenait sur le seuil, incertain. « Tu peux entrer, » dit-elle gentiment. « C'est sûr. » Il hésita une seconde de plus, puis entra. Claire posa ses sacs par terre et s'affaissa sur le bord du lit. Ellie s'assit en face d'elle, tenant toujours son sac à dos comme si c'était le dernier morceau de sa vie. « Ça va ?» lui demanda-t-elle. Il hocha la tête une fois. « Tu peux dormir dans le lit, » dit-elle. « Je dormirai sur la chaise. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Non, prends le lit. » Claire secoua la tête. « Ellie, ça va. Tu as plus besoin de repos que moi. » Il ne discuta pas. Il était trop fatigué. Il se glissa sur le matelas lentement, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un lui crie dessus. Quand personne ne le fit, il s'allongea et se recroquevilla sur le côté. « Bonne nuit, » dit-elle doucement. Il ne répondit pas. Il était déjà endormi. Claire le regarda longuement. Sa respiration se calma, son visage s'adoucit. Il paraissait plus jeune ainsi, comme un enfant qui n'aurait jamais appris ce qu'est la douleur. Elle le couvrit d'une fine couverture et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, le monde semblait vaste et froid. Elle s'enlaça et murmura la vérité qu'elle n'avait pas dite à voix haute. « Je ne sais pas ce que je fais. » Elle ne savait pas comment le protéger. Elle ne savait pas comment survivre à demain. Elle ne savait pas comment recommencer une vie à partir de cendres. Mais elle savait une chose avec une clarté douloureuse. Elle ne pouvait pas l'abandonner. Le lendemain matin, Claire et Ellie se rendirent au centre de soutien local pour se renseigner sur les logements d'urgence. Le hall sentait le café et le papier, et des gens attendaient sur des chaises en plastique qu'on les appelle. Une réceptionniste tendit un formulaire à Claire. « Remplissez ça. On verra ce qu'on peut faire. » Claire s'assit à côté d'Ellie, qui gardait son sac à dos sur ses genoux. Elle remplit le formulaire, mais son estomac se tordit en arrivant à la section demandant une adresse permanente. Elle n'en avait pas. Quand elle rendit le formulaire, la réceptionniste fronça les sourcils. « Vous n'avez pas d'adresse locale ? » « Non, pas en ce moment, » dit Claire. « De la famille chez qui vous pourriez rester ? » « Non. » « Vous êtes marié,
nota la réceptionniste en regardant le formulaire. Vous pouvez rester chez votre mari. Claire tressaillit. Non, je ne peux pas. La réceptionniste n'avait pas l'air convaincue, mais elle hocha la tête. On vous met sur la liste. Attendez là-bas. Claire retourna vers Ellie. On va trouver une solution, dit-elle, même si elle ne savait pas comment. Pendant qu'ils attendaient, elle s'écarta pour appeler 3 agences de location. Chaque appel se terminait de la même manière. Désolé, nous n'avons pas de place. La liste d'attente est pleine. Votre nom de famille? Oh, vous êtes cette Claire-là? Le dernier appel la glaça. Cette Claire-là? Oui, dit la femme au téléphone. La mère de Marc a appelé plus tôt. Elle a dit que vous traversiez une période d'instabilité. Nous ne pouvons pas prendre ce risque avec les autres locataires. L'estomac de Claire se noua. Elle m'a mise sur liste noire. Je suis désolée, dit la femme. Nous ne pouvons pas vous aider. Claire raccrocha avec des doigts tremblants. Elle essaya 2 autres endroits. Même résultat, même ton dédaigneux, mêmes avertissements discrets. Il ne fallut pas longtemps pour comprendre. Evelyne avait empoisonné toute la région contre elle. Quand elle se rassit, Ellie étudia son visage inquiet. Ils ont dit non? Claire déglutit. Oui, mais on va trouver quelque chose, ajouta-t-elle rapidement. Je promets qu'on continuera d'essayer. Quelques minutes plus tard, son téléphone vibra. Une notification de mail. Elle l'ouvrit et son cœur s'arrêta. Marc avait demandé le divorce. Le jour même où il l'avait mise à la porte. Sa vision se brouilla en fixant l'écran. Le document mentionnait des « différends irréconciliables ». Mais elle savait que ce n'était pas toute l'histoire. Il voulait qu'elle parte, complètement effacée. Il ne voulait pas la voir, entendre son nom, ni partager un centime. Elle essaya de respirer doucement, ne voulant pas qu'Ellie voie à quel point ça faisait mal, mais il observait avec des yeux lasses. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Claire hocha la tête, même si elle n'allait pas bien du tout. Juste, des problèmes de la vie. Des mauvais problèmes de la vie. Oui, murmura-t-elle. Des mauvais problèmes de la vie. Ellie hocha la tête une fois, comme s'il comprenait trop bien ce genre de problème. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit de plus, son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était un appel de son ancienne collègue, Lily. Claire sortit pour répondre. « Et, Claire, dit Lily d'urgence. Je dois te dire quelque chose. »« Quoi ?» ?»« C'est à propos de Marc. Il change des choses au bureau. » Claire sentit un effroi se former. « Quelle chose ?»« Il modifie les registres financiers. »« Quoi ? Pourquoi ?» Lily hésita. « Il te rejette la faute. Il dit que tu as mal géré les fonds. Il dit aux gens que les problèmes de l'entreprise ont commencé avec toi. » Claire s'appuya contre le mur, prise de vertige. « Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais touché aux finances. »« Je sais, » dit Lily. « Mais il fait en sorte que ça y ressemble. » Claire ferma les yeux. « Pourquoi fait-il ça ?»« Parce qu'il veut une sortie propre, » murmura Lily. « Et il veut que tu aies l'air d'être la raison pour laquelle tout s'est effondré. » Claire ravala la douleur dans sa gorge. « Je ne peux pas le combattre, Lily. Je n'ai rien. »« Je sais, » dit Lily. « Mais tu dois être préparée. Ça va empirer. » Claire raccrocha et fixa ses mains tremblantes. Elle ne savait pas combien de temps encore elle pourrait supporter. Elle avait l'impression que la vie la frappait de toutes parts, de plus en plus vite et de plus en plus fort, sans lui laisser le temps de reprendre son souffle. Mais quand elle retourna à l'intérieur, elle trouva Ellie assis sur la chaise, serrant son sac à dos, observant la porte comme si elle pouvait disparaître s'il clignait des yeux. Et tout en elle se stabilisa. Il avait besoin d'elle. Et peut-être, d'une manière étrange, elle avait besoin de lui aussi. Pour la première fois depuis que sa vie s'était effondrée, elle ne se sentait pas complètement seule. Claire et Ellie restèrent dans la salle d'attente jusqu'à ce qu'une assistante sociale appelle enfin son nom. La femme avait un sourire fatigué. Le genre de sourire que les gens qui ont vu trop de douleur portent comme une armure. Elle les conduisit à un petit bureau avec 2 chaises et un bureau couvert de paperasse. « Claire Matthews ?» demanda la femme en s'asseyant. « Oui » dit Claire, tenant doucement la main d'Ellie. Ses doigts se resserrèrent autour des siens, petits et froids. « Et voici Ellie » dit Claire. « Nous nous sommes trouvés hier. » Ellie baissa la tête, mais il ne lâcha pas sa main. L'assistante sociale hocha lentement la tête. « Ellie, quel âge as-tu, mon grand ?» Il hésita. « 10, je crois. »« Tu crois ?»
Je ne sais pas exactement, murmura-t-il. La femme prit une petite note sur son carnet. Sais-tu où sont tes parents? La prise d'Élie se resserra encore plus. Claire sentit le tremblement dans sa main. Il n'est pas obligé de parler de ça aujourd'hui, dit Claire doucement. L'assistante sociale jeta un coup d'œil à Claire, puis à Élie. C'est bon. On ne parlera de rien dont tu n'as pas envie de parler. Élie garda le silence, les yeux fixés sur le sol. La femme se pencha en arrière. Claire, vous cherchez une garde temporaire, une place en foyer, ou autre chose? Claire n'était pas préparée à la question. Elle aurait dû penser au bon mot, mais sa réponse jaillit sans hésitation. Je veux m'occuper de lui. L'assistante sociale cligna des yeux. Vous occupez de lui, comme à long terme? Oui, dit Claire. Aussi longtemps qu'il en aura besoin, aussi longtemps qu'il me le permettra. Élie leva les yeux alors. Ses yeux étaient grands, incertains, presque effrayés, mais pas d'elle. Effrayée par l'espoir. L'assistante sociale croisa les mains. La tutelle est un engagement sérieux, surtout si vous êtes actuellement sans domicile stable. Claire déglutit difficilement. Je sais, mais je travaille là-dessus. Vous êtes récemment séparée de votre mari? Oui. Et vous n'avez aucun revenu actuel? Claire hésita une seconde de trop. Pas encore. Et vous vivez dans un motel pour l'instant. L'assistante sociale expira lentement, l'hésitation claire sur son visage. Cela complique les choses. Je ne vais pas vous mentir. Je comprends, dit Claire. Je ne demande pas la décision finale aujourd'hui. Je ne veux juste pas qu'il dorme à nouveau dehors. La femme jeta un coup d'œil à Élie, petit, fatigué, tenant son sac à dos déchiré comme si c'était son monde entier. Élie, dit l'assistante sociale, veux-tu rester avec Claire? Élie ne regarda pas la femme. Il regarda Claire. Puis il hocha la tête une fois, rapidement et timidement. La femme soupira. Je peux autoriser un placement temporaire pour le moment, mais nous aurons bientôt besoin de documents et d'un plan de logement. Merci, murmura Claire. Après avoir quitté le bureau, Claire et Élie marchèrent vers une petite boulangerie. Élie la regardait tous les deux pas, comme pour s'assurer qu'elle était réelle. Quand ils commandèrent une pâtisserie à partager, Claire la coupa en deux. Élie poussa la plus grande moitié vers elle. « Prends-la, dit-il doucement. »« Non, dit Claire. C'est pour toi. » Il fixa la pâtisserie, puis elle. « Les gens ne me donnent généralement pas la plus grande moitié. »« Eh bien, dit Claire, les gens ne rencontrent généralement pas quelqu'un qui mérite qu'on la lui donne. » Le visage d'Élie s'adoucit d'une manière qu'elle n'avait pas encore vue. Pas un sourire, pas encore, mais le début de la confiance. Ils passèrent le reste de la journée à visiter des refuges, des programmes de logement et des centres communautaires. Chaque endroit avait de longues listes d'attente. Chaque endroit reconnaissait son nom de famille avec une pause silencieuse et inconfortable. À la 5e tentative, elle comprit. La famille de Marc avait des relations partout. Evelyne avait empoisonné le puits bien avant que Claire n'arrive. « Vous n'êtes pas éligible, » dit un membre du personnel, sans la regarder dans les yeux. « Je suis désolée, je ne peux pas en dire plus. » Elle savait ce que cela signifiait. Ils avaient peur de son mari, ou pire, de sa belle-mère. Au coucher du soleil, Claire et Élie retournèrent au motel. Le réceptionniste avait l'air agacé de les revoir, mais leur tendit une nouvelle clé quand Claire paya. En laissant tomber ses sacs sur le sol, elle sentit le poids de tout ce qui l'habitait. Élie s'assit sur le bord du lit, la regardant avec une inquiétude silencieuse. « Tu es en colère ?» demanda-t-il. « Non, » dit Claire rapidement. « Pas contre toi. Jamais contre toi. »« Alors contre qui ?» Claire s'agenouilla à côté de lui. « Contre les gens qui auraient dû aider mais ne l'ont pas fait. » Élie hocha la tête, son expression petite et sérieuse. « Le monde est comme ça. »« Il ne devrait pas l'être, » murmura-t-elle. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Son esprit tournait en rond avec les mêmes questions. Où allons-nous vivre? Comment vais-je travailler? Comment le protéger? Comment combattre Marc? Et puis une nouvelle question. Pourquoi ce garçon est-il la seule chose dans ma vie qui semble juste? Le matin, elle prit sa décision. Élie et elle prirent un bus pour le bureau des services à l'enfance et demandèrent à entamer la procédure de tutelle officielle. La réceptionniste parut surprise, mais lui tendit un dossier. « C'est beaucoup de paperasse, » prévint-elle. « Je peux gérer la paperasse, » dit Claire. L'assistante sociale de la veille vint à leur rencontre. Elle sourit à Élie, puis à Claire. « Je ne vous attendais pas si tôt. Je veux faire les choses correctement,
dit Claire. Je sais que je n'ai pas grand-chose pour le moment, mais j'obtiendrai ce dont j'ai besoin. La femme hocha lentement la tête. C'est bien. Et Ellie, tu es d'accord avec ça? Ellie regarda Claire, puis hocha de nouveau la tête. Lorsque l'assistante sociale suggéra de parler à Ellie seule pendant quelques minutes, il attrapa le bras de Claire. Non, murmura-t-il. La femme se figea, puis s'adoucit. D'accord, nous ne sommes pas obligés de le faire aujourd'hui. Ellie ne la lâcha pas jusqu'à ce qu'il marche de nouveau dans le couloir. Claire sentit ses petits doigts agripper les siens et elle réalisa quelque chose. Il ne s'accrochait pas parce qu'il avait peur de l'assistante sociale. Il avait peur que quelqu'un lui enlève Claire, et cette pensée la brisa presque. Ils passèrent les jours suivants à visiter d'autres centres communautaires, à postuler à des programmes d'aide et à chercher un logement. Chaque refus était plus douloureux. À un endroit, la femme au comptoir dit « Oh, Matthews, vous êtes de la famille de Mark Matthews ?» Claire se raidit. « Je suis sa femme, en quelque sorte. » La femme hocha la tête lentement, avec pitié. « Ah, oui, sa mère a appelé plus tôt. Je crains que nous ne puissions rien approuver pour vous pour le moment. » Ellie tira sur la manche de Claire, les yeux pleins de confusion et de peur. « Pourquoi tout le monde te déteste ?» Claire força un sourire. « Ils ne me détestent pas. Ils écoutent juste les mauvaises personnes. » « Les gens mentent, marmonna-t-il. « Oui, dit doucement Claire. Ils le font. » Malgré tout ce qui s'effondrait autour d'elle, une chose se renforçait chaque jour. Son lien avec Ellie. Ils marchaient ensemble, mangeaient ensemble, parlaient doucement avant de dormir. Il cessa de la surveiller par peur et commença à la surveiller par confiance. Un soir, alors qu'elle se brossait les cheveux, il parla depuis le lit. « Mademoiselle Claire. » Elle se tourna. « Oui. Je peux vous appeler comme ça? Mademoiselle Claire ?» Le nom la frappa d'une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. « Bien sûr que tu peux. » Il hocha la tête et remonta la couverture jusqu'à son menton. « Vous êtes la personne la plus gentille que j'ai jamais eue. » Claire sentit sa gorge se serrer. « Tu mérites des gens gentils, Ellie. »« Je ne le méritais pas avant, » murmura-t-il. « Si, » dit-elle en traversant la pièce pour s'agenouiller à côté de lui. « Tu le méritais. » Il se pencha vers elle sans réfléchir, posant son front contre son épaule juste un instant. Juste assez longtemps pour qu'elle sente à quel point il avait besoin que quelqu'un, n'importe qui, le réclame. Et elle réalisa quelque chose alors. Elle ne l'aidait pas parce qu'il était seul. Elle l'aidait parce qu'elle avait besoin de quelqu'un à aimer aussi. Quelqu'un qu'elle avait choisi. Les jours passèrent ainsi. Petits pas en avant, plus grands pas en arrière. Chaque matin, Claire se réveillait avec la peur au ventre, mais l'espoir dans le cœur. Et puis tout s'est de nouveau brisé. C'est arrivé un jeudi après-midi. Ellie et elle revenaient d'un bureau d'aide communautaire qui avait promis de réexaminer son cas la semaine suivante. Ellie portait un petit sac en papier avec un muffin qu'on leur avait donné gratuitement. Ils le tenaient précieusement, heureux comme seuls les enfants peuvent l'être pour quelque chose de petit et de rare. Quand ils atteignirent leur chambre de motel, une enveloppe blanche était collée à la porte. Claire fronça les sourcils et la décrocha. Le papier était officiel, lourd, tamponné. Son nom était imprimé sur le devant. Elle l'ouvrit lentement, son estomac se nouant à chaque seconde. Les mots à l'intérieur lui donnèrent l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Notification d'action en justice imminente. Requérant, Mark Matthews. Motif, détournement de fonds matrimoniaux. Mesures demandées, protection des actifs, enquête financière, examen potentiel de la garde. Son souffle s'arrêta. Il ne se contentait pas de divorcer. Il ne se contentait pas de mentir sur les finances. Il l'accusait de vol. Et pire, il constituait un dossier pour lui enlever Ellie. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Le couloir tournait. Ellie s'approcha, la regardant avec des yeux inquiets. « Qu'est-ce qui ne va pas, mademoiselle Claire ?» Elle essaya de parler, mais les mots se figèrent car elle savait exactement ce que cela signifiait. Mark n'avait pas fini de la détruire. Il ne faisait que commencer. Et maintenant Ellie, son unique et fragile espoir, était en danger à cause de cela. Elle fixa la notification dans ses mains tremblantes, son pouls rugissant dans ses oreilles. Tout ce qu'elle avait construit avec Ellie pouvait lui être enlevé, et elle n'avait aucune idée de comment l'arrêter. Claire ne dormit pas après avoir reçu la notification. Elle resta assise toute la nuit dans le fauteuil du motel, la lettre sur ses genoux. Ellie était recroquevillée sous la fine couverture du lit. Elle le regardait respirer, regardait ses petites épaules se soulever et s'abaisser,
et se demandait comment quiconque pouvait le regarder et penser qu'il était quelque chose à enlever. Le matin, son cœur était meurtri à force de battre si fort. Elle savait qu'elle avait besoin d'aide, d'une aide juridique, de quelqu'un pour combattre les accusations de Marc, pour repousser son argent, son influence, ses mensonges. Elle trouva un petit cabinet d'avocats en ville, coincé entre une laverie et un prêteur sur gage. L'enseigne sur la fenêtre disait « Droit de la famille abordable ». C'était le mieux qu'elle pouvait espérer. Son avocat, Adam Rhodes, avait des yeux doux et parlait doucement. Il écouta pendant qu'elle expliquait tout avec une voix tremblante. « Il m'accuse de vol, dit-elle. Et il essaie de me prendre Ellie. » Adam parcourait les papiers. Ses accusations semblent hâtives et bâclées. Mais il construit quelque chose. Il veut vous submerger avant que vous ne puissiez répondre. Peut-il gagner? Adam hésita. Si vous n'avez ni logement, ni revenu, ni stabilité, cela lui donne des munitions. Je ne peux pas perdre Ellie, murmura-t-elle. Adam ferma le dossier. Nous nous battrons. Je déposerai une réponse. Mais Claire, vous devez être préparée. Sa famille est puissante. Claire hocha la tête, essayant de se contenir. Pendant 3 jours, Adam travailla avec elle. Il rédigea des requêtes, demanda des documents et prépara un plan. Claire sentit une minuscule étincelle d'espoir. Et puis, le 4e jour, elle reçut le message vocal. Claire, je suis vraiment désolée. Je ne peux plus vous représenter. Une pause. Pression d'en haut, de personnes liées à votre belle-mère. Je dois me retirer. Claire se tenait dans le couloir du motel alors que le message se terminait. Les murs se refermaient sur elle. Il ne répondit pas à ses appels. Il ne répondit pas à ses emails. Il était parti. Comme ça. Evelyn l'avait atteint. Claire sentit ses genoux faiblir. Elle s'assit par terre, s'appuyant contre le mur, se couvrant le visage de ses 2 mains. Elle ne pleura pas. Elle avait dépassé ce stade. Elle se sentait seulement vide, creuse, grattée jusqu'à l'os de l'intérieur. Quand elle retourna dans la chambre, Ellie était assis tranquillement sur le lit, serrant son sac à dos. Il regarda son visage et sut que quelque chose n'allait pas. « Ils l'ont emmené, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. « Non, » dit Claire rapidement. « Non, mon grand. Personne ne t'a emmené. Alors pourquoi as-tu l'air de quelqu'un qui t'a fait du mal ?» Elle s'affaissa sur le lit à côté de lui. « Parce que la vie est injuste avec nous en ce moment. »« Les gens mentent, » dit Ellie. « Les gens veulent avoir l'air bien même quand ils sont mauvais. » Claire le dévisagea. « Qui t'a dit ça ?» Il baissa les yeux. « Je l'ai appris. » Cette nuit-là, Claire essaya de se ressaisir. Elle se dit qu'elle pouvait encore se battre, mais le coup suivant arriva rapidement. 2 jours plus tard, une femme des services sociaux se présenta à la porte du motel. Elle souriait poliment, mais ses yeux étaient perçants. « Mademoiselle Matthews, nous avons reçu un appel concernant la sécurité d'Ellie. » Claire se figea. Quel genre de préoccupation? La femme ouvrit un dossier. Négligence, logement instable, volatilité émotionnelle, soins irréguliers. L'estomac de Claire se noua. Chaque mot sonnait comme si Evelyn l'avait écrit elle-même. « Ce n'est pas vrai, » dit Claire. « Rien de tout ça. »« Nous sommes tenus d'enquêter, » dit la femme. « Cela ne prendra pas longtemps. » Ellie se tenait derrière Claire, sa petite main agrippant son pull. Il lança un regard noir à l'assistante sociale, un mélange de peur et de colère. « Ellie, » dit la femme doucement. « Pouvons-nous parler seuls ?»« Non, » dit-il immédiatement. La femme haussa les sourcils. « C'est bon. Ce ne seront que quelques questions. »« Non », sa voix se brisa. « Je n'irai nulle part sans elle. » Claire s'agenouilla devant lui. « C'est bon, mon cœur. Elle vérifie juste comment nous allons. »« Non », répéta-t-il, secouant la tête avec force. « Non. La dernière fois que des gens ont dit ça, ils m'ont emmené. » Les mots frappèrent Claire si fort qu'elle en perdit presque le souffle. « Ellie, » murmura-t-elle, tenant ses mains. « Je ne laisserai personne t'emmener. Jamais. » L'assistante sociale soupira, clairement tiraillée. « Nous pouvons reporter l'entretien privé, mais nous devons documenter les conditions de vie. » Claire hocha la tête, s'écartant pendant que la femme regardait la petite pièce. C'était propre, organisé, mais c'était toujours un motel, un lieu temporaire, un signal d'alarme. La femme prit des notes. Trop de notes. Quand elle partit, Claire sentit une tempête se préparer. Le lendemain matin, elle contacta sa plus vieille amie, Maya.
Quelqu'un en qui elle avait confiance depuis l'université. Si quelqu'un la soutenait, c'était Maya. Elles se retrouvèrent dans un café. Claire expliqua tout. Chaque peur, chaque mensonge. « Oh, mon Dieu !» murmura Maya. « Claire, je suis tellement désolée. Mais je ne peux pas m'impliquer. Mon mari fait des affaires avec la famille de Marc. Si je t'aidais, elle n'eut pas besoin de finir. » Claire comprit. La peur était plus forte que l'amitié. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle sentit le dernier fil se rompre. Elle ouvrit son sac et en sortit une petite boîte. À l'intérieur, il y avait quelques bijoux, les seuls objets de valeur qu'elle possédait. Elle les vendit le lendemain matin pour une somme dérisoire. C'était assez pour un peu plus de temps, un peu plus de nourriture, mais pas assez pour un espoir. Alors qu'elle retournait au motel, le cœur lourd, Élie courut vers elle, le visage pâle. « Mademoiselle Claire, dit-il, le souffle court. Il y avait un homme. Un homme méchant. Il est venu ici. Quel homme? Le même. Celui de cette nuit-là. Au marché. » Claire se figea. « Marc? Marc était ici? » Élie hocha la tête. « Il m'a demandé où tu étais. Il m'a dit que je devrais être dans un foyer. Il m'a dit que tu ne pouvais pas t'occuper de moi. »« Qu'est-ce qu'il a fait ?» murmura-t-elle. « Il m'a regardé, » dit Élie, la voix tremblante. « Et puis il m'a enjambée comme si je n'existais même pas. » Claire plaqua une main sur sa bouche. Des larmes brûlaient ses yeux. « Cet homme, » murmura Élie. « C'était ton mari ? » « C'était, » dit Claire. « Plus maintenant. » « Il s'en fichait, » dit Élie doucement. « De moi, ou de toi ?» Claire prit ses petites mains dans les siennes. « Moi, je m'en soucie. Je m'en soucie tellement. » Élie se pencha en avant et la serra dans ses bras pour la première fois sans peur. Elle le serra fort, sentant son petit corps trembler contre elle. Il avait supplié son mari de l'aider et son mari l'avait enjambé. Quelque chose en Claire se brisa d'une manière qui ne guérirait jamais de la même façon. Le coup suivant tomba le jour même. Marc se présenta. Il frappa à la porte du motel avec l'assurance de quelqu'un qui croit que le monde lui appartient. Claire ouvrit seulement parce qu'elle ne voulait pas qu'il fasse une scène. Marc entra sans demander. « Il faut qu'on parle. »« Non, » dit Claire. « On n'a pas à le faire. » Il regarda la pièce avec dégoût. « Alors, c'est ça ta vie maintenant ? Vivre dans une boîte avec un gamin des rues ? Ne parle pas de lui comme ça. » Marc eut un sourire narquois. « En fait, je suis ici pour parler de lui. Je vais demander qu'on te le retire. » Claire sentit le monde basculer. « Tu ne peux pas faire ça. »« Oh, si, je peux, » dit-il. « Tu es instable. Pas de travail, pas de maison, des problèmes émotionnels. Tu n'es pas apte à t'occuper de toi-même, encore moins d'un enfant. Tu ne te soucies pas de lui, » dit Claire. « Tu l'as ignoré dans la rue. » Ses yeux vacillèrent. Il se reprit vite. « Je ne me souviens pas de ça. » Élie, si. « Eh bien, » dit Marc en haussant les épaules. « Les enfants imaginent des choses. » La voix de Claire tremblait de rage. « Sors. »« Pas sans te dire ça, » dit Marc. « Je vais le prendre. Il sera plus en sécurité en famille d'accueil qu'avec toi. »« Non, » dit Claire fermement. « Tu ne le toucheras pas. » Marc se dirigea vers la porte, l'ouvrit, puis s'arrêta. « Regarde-moi faire. » Il laissa la porte ouverte juste assez longtemps pour qu'elle sente le froid s'engouffrer. 2 jours plus tard, les services sociaux revinrent. Cette fois, ils ne venaient pas pour inspecter. Ils venaient pour prendre Élie. La femme de la dernière fois entra dans la chambre avec 2 autres agents. Son expression était peinée mais ferme. « Mademoiselle Matthews, » dit-elle, « nous avons reçu de multiples plaintes, des préoccupations concernant la sécurité, la stabilité, la volatilité émotionnelle. »« Ce sont des mensonges. » cria Claire. « Vous savez que ce sont des mensonges. »« Nous n'avons pas le choix, » dit la femme. « Nous devons placer Élie en accueil temporaire jusqu'à la fin de l'enquête. »« Non !» hurla Élie, courant vers Claire et s'accrochant à sa taille. « Non, je ne veux pas y aller. Ne me forcez pas à y aller. » Claire enroula ses bras autour de lui, sanglotant. « S'il vous plaît, » supplia-t-elle. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. Il est en sécurité avec moi. Il est en sécurité. » 2 agents tentèrent de les séparer. Élie cria plus fort, donnant des coups de pied, se débattant, sanglotant avec la terreur brute d'un enfant qui sait ce que signifie être emmené. « Mademoiselle Claire !» cria-t-il. « S'il vous plaît,
Ne les laissez pas faire. Claire le tint jusqu'à ce qu'il le lui arrache. Elle sentit ses doigts glisser de sa main, sentit ses ongles gratter sa peau alors qu'il tendait la main vers elle. Non, hurla-t-elle. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ellie tendit la main vers elle-même si 2 agents lui tenaient les bras. Mademoiselle Claire. Ils le traînèrent dans le couloir, ses cris résonnant contre les murs bien après sa disparition. Quand la porte se ferma, Claire s'effondra à genoux, les mains sur le visage, son corps secoué de tremblements si violents qu'elle ne pouvait plus respirer. Elle ne sut pas combien de temps elle resta là. Des minutes, des heures. Le temps n'existait plus. Elle murmura une seule chose, encore et encore. Je l'ai abandonné. Les jours suivants se fondirent les uns dans les autres. Elle perdit son travail de nettoyage à temps partiel parce qu'elle manqua un service. Elle perdit la chambre de motel parce qu'elle ne pouvait pas payer. Elle se retrouva dans un refuge pour femmes. Petit, bondé, bruyant. Chaque nuit, elle murmurait dans son oreiller « Je suis désolée, Ellie », comme si les mots pouvaient l'atteindre où qu'ils soient. Elle pensait avoir tout perdu. Mais une nuit, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. « Mademoiselle Matthews », dit une voix masculine. « Mon nom est Daniel Cole. Je suis détective privé et j'ai des informations dont vous avez besoin. » Claire se redressa, le cœur battant. « Des informations sur quoi ? » « Votre mari, » dit l'homme. « Ou plutôt, sa fraude. » Claire se figea. « Quelle fraude ? » « Il a déposé de faux documents. Il a déplacé de l'argent illégalement. Il a falsifié des signatures. Assez pour le détruire. » Claire sentit son souffle se couper. « Comment le savez-vous ? » « J'ai suivi les transactions financières et j'ai la preuve qu'il l'a fait intentionnellement et vous a blâmé. » Claire pressa une main sur sa poitrine. « Pourquoi m'aidez-vous ? » Il y eut une pause. « Parce que Jenna m'a contacté il y a des mois. Elle m'a engagée pour enquêter sur Mark. Elle le soupçonnait de cacher des choses. »« Jenna ?» murmura Claire, la femme avec qui il l'avait trompée. « Elle le regrette, » dit le détective. « Elle est enceinte et elle commence à voir qui il est vraiment. » Claire ferma les yeux. « Mademoiselle Matthews, » continua-t-il. « Votre mari veut vous effacer légalement, vous anéantir, vous faire disparaître sur le papier. » Claire ouvrit lentement les yeux. Quelque chose de chaud et de tranchant traversa son chagrin. « Non, » dit-elle. « Je ne le laisserai pas faire. »« Bien, » répondit le détective. « Parce que je suis prêt à vous aider à vous battre. » Claire redressa les épaules pour la première fois depuis des jours. « Alors, battons-nous. » Les mots du détective restèrent avec Claire pendant des jours. Elle se déplaçait dans le refuge avec un nouveau poids, mais aussi une nouvelle force. Elle le rencontra 2 fois, dans des coins discrets d'un café où personne ne la reconnaîtrait ni ne rapporterait sa présence à Evelyn. Daniel étala des dossiers, des relevés bancaires, des comptes cachés, des emails, tout montrant la fraude de Mark. Mark volait sa propre entreprise, rejetant la faute sur Claire bien avant de la mettre à la porte. Il avait planifié sa chute comme une réunion stratégique. « Il voulait vous éliminer », dit Daniel. Proprement, silencieusement, totalement. Claire sentit la vieille peur remonter. La même peur qu'elle avait ressentie en voyant les services sociaux lui arracher Ellie. Mais cette fois, elle tenait quelque chose de plus fort que la peur. Elle tenait une preuve. « Est-ce que cela peut m'aider à récupérer Ellie ? » demanda-t-elle. Daniel hésita. « Cela vous donne un levier. Cela vous donne la vérité. Mais vous aurez toujours besoin de stabilité. Un logement, un revenu, un plan. »« Je les obtiendrai, » dit Claire. « Peu importe le temps que ça prendra. » Et elle le pensait. Les semaines suivantes furent lentes, douloureuses et humiliantes. Personne ne voulait embaucher une femme sans adresse et à la réputation ruinée, mais Claire refusa d'arrêter d'essayer. Elle postula partout. Restaurant, service de nettoyage, épicerie, hôtel. Elle marcha jusqu'à ce que ses chaussures se déchirent. Finalement, un petit restaurant l'embaucha. Elle faisait la plonge à l'arrière, la vapeur couvrant son visage, l'eau lui brûlant les mains. Mais elle ne se plaignit pas. Elle travailla à chaque service qu'on lui offrit. Elle économisa chaque dollar. Peu à peu, elle rassembla assez pour un minuscule studio. Une seule pièce, à peine assez grande pour un lit et une petite kitchenette, mais c'était à elle, et elle avait une adresse. Avec l'aide de Daniel, elle déposa une requête pour réexaminer le cas d'Ellie. Elle se tint devant un juge, les mains tremblantes mais la voix ferme. « Je peux lui donner un foyer, » dit-elle. « Et je peux le protéger. S'il vous plaît, laissez-moi le ramener. »
Élie était assis à l'autre bout de la salle d'audience, ses pieds ne touchant pas le sol, ses yeux fixés sur Claire. Quand le juge lui demanda s'il se sentait en sécurité avec elle, la voix d'Élie trembla. « C'est la seule personne qui s'est jamais souciée de ce qui m'arrivait. » Le juge les regarda longuement, puis hocha la tête. La garde fut rendue à Claire. En sortant du palais de justice, tenant la main d'Élie, il pressa son visage contre son flanc. « Tu es revenu ?» murmura-t-il. « Toujours, » dit Claire. « Toujours. » Ce fut le début de tout. Les années suivantes s'écoulèrent à un autre rythme. Pas facile, pas confortable, mais stable. Claire travaillait de longues heures au restaurant. Elle économisa assez pour déménager dans un appartement légèrement plus grand. Elle acheta des meubles d'occasion et raccommoda des vêtements. Elle faisait des listes minutieuses de factures et de dépenses au dos de vieux reçus. Élie grandit, lentement d'abord, puis rapidement. Il étudiait tout le temps, des livres empilés à côté de lui à table, des feuilles remplies d'idées et de questions qu'il voulait résoudre. Il avait un sérieux tranquille, une détermination qui semblait plus vieille que son âge. Un soir, alors qu'il avait environ 14 ans, il s'assit à côté d'elle sur le canapé avec un cahier à la main. « Je veux construire quelque chose, » dit-il. Claire sourit. « Que veux-tu dire ?»« Une entreprise, » dit-il. « Une vraie. Quelque chose qui répare les choses, qui aide les gens. Quelque chose de grand. » Elle lui caressa les cheveux. « Tu peux construire tout ce que tu veux. »« Non, » dit-il doucement. « Je veux construire quelque chose de grand pour toi. » Les yeux de Claire la piquèrent. « Mon cœur, tu ne me dois rien. » Il secoua la tête. « Je te dois tout. » À partir de ce jour, Élie travailla plus dur que quiconque elle n'avait jamais vu. Il apprit le codage, les affaires, l'ingénierie, le marketing, tout ce qu'il pouvait trouver en ligne. Il passait des heures à la bibliothèque, des heures sur des sites éducatifs gratuits, des heures à esquisser des idées dans ses cahiers. À 17 ans, il avait un petit public en ligne pour ses concepts d'application. À 18 ans, il avait construit son premier prototype. À 19 ans, il remporta un concours local de start-up et reçut une petite subvention. À 20 ans, les investisseurs en capital risque l'appelaient. À 22 ans, il lança une entreprise qui résolvait un problème que personne n'avait encore craqué. Une nouvelle sorte de technologie prédictive qui améliorait la logistique pour des milliers d'entreprises. Les investisseurs firent la queue. L'entreprise explosa du jour au lendemain. Élie ne cherchait pas la gloire, mais elle le trouva. Un matin, Claire entra dans la cuisine et trouva Élie fixant la première page d'un magazine économique. Sa photo y était. Lui, son garçon, debout devant un immeuble de bureaux en verre, dans un blazer ajusté, les mains dans les poches, l'expression calme et confiante. Élie Matthews, le génie discret qui a bâti un empire avant ses 25 ans. Claire toucha la page avec des doigts tremblants. « Mon Dieu » murmura-t-elle. « Tu l'as vraiment fait. » Élie retourna le magazine. « Je ne l'ai fait que parce que tu m'as sauvé. » Elle secoua la tête. « Non, je t'ai sauvé parce que tu méritais d'être sauvé. Tu as fait le reste. » Il sourit doucement. Ce même sourire de gamin qu'elle avait vu quand il avait 10 ans, seulement plus vif maintenant, plus mature, plus stable. Le temps passa encore. Élie acheta une maison à Claire. Une petite. Pas un manoir, mais belle et chaleureuse. Le genre de maison où l'air n'était pas lourd. Le genre de maison où elle n'avait pas à surveiller ses mots ni à mesurer sa valeur. Il embaucha du personnel pour son entreprise. Il voyageait pour des réunions. Il rentrait et cuisinait le dîner avec elle. Il l'appelait « maman » bien avant de le dire au public. Et chaque année, avec chaque succès, Claire sentait le passé s'estomper un peu plus. Jusqu'à un soir, où la sonnette retentit. Il était tard, trop tard pour des visiteurs. Claire s'essuya les mains sur un torchon et se dirigea vers la porte, se demandant qui cela pouvait être. Quand elle ouvrit, son souffle se coupa. Marc était à genoux sur son porche. Il était plus mince maintenant, plus âgé. Son costume était froissé, ses mains tremblantes. Ses yeux étaient rouges, désespérés, remplis de la peur d'un homme qui a tout perdu. « Claire » suffoqua-t-il. « S'il te plaît, aide-moi. » Elle recula, stupéfaite. « Marc !» Il inclina la tête, pleurant dans ses mains. « Mon entreprise est partie. Jenna est partie. Ma mère m'a coupé les vivres. Je n'ai rien. Personne. » Claire le fixa, ressentant quelque chose d'inhabituel. Pas de l'amour, pas de la colère, pas même de la satisfaction. Juste de la distance,
comme si elle regardait un étranger qui avait un jour traversé sa vie. S'il te plaît, supplia Marc. S'il te plaît, reprends-moi. Je t'en supplie. Derrière elle, une voix profonde dit, lève-toi. Marc se figea. Lentement, il leva les yeux. Debout derrière Claire se tenait Ellie. Pas le garçon de 10 ans que Marc avait enjambé dans la rue. Pas l'enfant effrayé du motel. Mais un homme. Grand, calme, confiant, portant un costume sur mesure et une expression tranquille qui fit blêmir le visage de Marc. Ellie se plaça à côté de Claire, protecteur sans la toucher. La bouche de Marc s'ouvrit. Toi, tu es... Ellie le regarda de haut avec une clarté glaciale. Lève-toi, dit-il. Marc déglutit péniblement. Ellie, s'il te plaît. Je ne savais pas. Lève-toi, répéta Ellie, la voix basse et ferme. Marc obéit, chancelant, les yeux écarquillés comme s'il faisait face au jugement dernier. Ellie fit un pas en avant. Nous avons des affaires à régler. Marc ne bougea pas d'abord. Il resta là, tremblant, fixant Ellie comme s'il ne parvenait pas à comprendre l'homme en face de lui. Les années avaient creusé des rides sur le visage de Marc, mais le choc en traça de nouvelles, là, sur le porche de Claire. Ellie, murmura Marc, la voix faible. Je ne savais pas. Je n'avais pas réalisé. Tu n'as jamais cherché à le savoir, dit Ellie. C'est la différence. Marc essaya de parler à nouveau, mais Ellie leva la main, le coupant. Entrez, dit Ellie. Nous allons parler. Tous. Marc les suivit à l'intérieur comme un homme conduit au jugement. Claire se tenait près de la table, les mains jointes, essayant de se calmer. Elle n'avait pas peur, elle se préparait simplement à un passé qu'elle croyait avoir laissé derrière elle. Ellie ferma doucement la porte, puis s'appuya contre elle, bloquant la sortie sans avoir à le dire. Marc déglutit difficilement. Je suis ruiné. Tout est parti. L'entreprise, ma mère, Jenna, ils m'ont tous abandonné. Ellie inclina légèrement la tête. Ça me rappelle quelque chose. Marc cligna des yeux. Je ne t'ai pas abandonné. Tu m'as enjambé quand je demandais de l'aide, dit Ellie. Tu es passé à côté d'un gamin affamé et tu as fait comme s'il n'existait pas. Et ensuite, tu as jeté la seule personne qui s'est jamais souciée de toi. Marc se tourna vers Claire. J'ai eu tort. Je le sais maintenant. J'ai fait des erreurs. J'ai laissé ma mère. Arrête, dit doucement Claire. Tu ne t'excuses pas. Tu paniques. Ce sont deux choses différentes. Le visage de Marc se décomposa. Je veux juste, une autre chance. Ellie s'interposa. Tu n'es pas ici pour une seconde chance. Tu es ici parce que ton monde s'effondre et que tu penses que Claire va te sauver, comme elle a toujours fait. Elle ne le fera pas. Marc regarda d'Ellie à Claire, désespéré. Alors, que voulez-vous de moi? Ellie ne répondit pas tout de suite. Il se dirigea vers la table, tira une chaise et s'assit. Sa posture était calme, mais ses yeux étaient vifs. Assieds-toi, dit-il. Marc obéit. Claire les observait, le passé et le présent, assis l'un en face de l'autre comme pour un examen final. Elle sentit son souffle se couper, sachant que c'était le début de quelque chose de grand, de permanent. Avant de parler, dit Ellie, je dois être claire sur une chose. Marc hocha rapidement la tête. N'importe quoi. Tu ne mérites pas la pitié, dit Ellie. Tu ne mérites pas la vie que tu avais. Mais tu vas affronter la vérité maintenant. Honnêtement, directement et complètement. La gorge de Marc se noua en avalant. Quelle vérité? Nous reprenons tout ce que tu as volé, dit Ellie. En commençant par ton entreprise. Marc le fixa, stupéfait. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, la reprendre? Ellie se pencha en avant. Je veux dire, elle est à moi. Marc cligna des yeux. Quoi? J'ai acheté la majorité des actions, dit Ellie. Chaque partie qui échouait, chaque employé que tu sous-payais, chaque département que tu ignorais. C'est impossible, murmura Marc. Elle n'était pas à vendre. Tu croules sous les dettes, dit Ellie. Tout est à vendre quand on est assez désespéré, et ton conseil d'administration en avait assez de te couvrir. Marc secoua la tête, regardant autour de lui comme si la pièce pouvait lui offrir une sortie. Non, cette entreprise, c'est ma vie. Et maintenant, elle fait partie de la mienne, dit Ellie calmement. Claire posa une main sur sa poitrine. Même après tout, la rapidité, l'ampleur de ce qu'Ellie avait fait la stupéfièrent. Quand avait-il appris à jouer avec le pouvoir comme ça?
Quand avait-il appris à agir avec une telle précision et une telle confiance? Marc recula un peu sa chaise, le souffle court. C'est de la vengeance. Non, dit Ellie. C'est l'heure des comptes. Marc regarda Claire comme si elle pouvait le sauver. Claire, tu vas rester assise là et le laisser faire ça? Claire soutint son regard. Tu m'as détruite. Tu as essayé de détruire Ellie. Je ne te dois rien. Le visage de Marc s'effondra. Ellie continua. Demain matin, tu viendras dans la salle du conseil qui était autrefois la tienne. Tu t'assiéras avec les gens que tu as traités comme de la saleté, et tu regarderas tout changer demain. Marc secoua la tête. Tu ne peux pas m'humilier comme ça. Nous ne t'humilions pas, dit doucement Claire. Nous disons la vérité. C'est la vérité qui fait mal. Marc joignit les paumes. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je vous en supplie. Ellie se leva. Demain. 8 heures. Marc se leva aussi, tremblant et pâle. Il ouvrit la bouche comme pour dire autre chose, mais aucun mot ne sortit. Il quitta la maison en reculant, les regardant comme s'ils étaient des fantômes venus recouvrer une dette. Quand la porte se ferma, Claire laissa échapper un souffle lent et tremblant. Ellie se tourna vers elle. « Ça va ?» Elle hocha la tête, bien que ses mains tremblent. « Je ne m'attendais pas à tout ça. »« Je le planifie depuis longtemps, » dit-il. Elle se dirigea vers lui et toucha doucement son bras. « J'ai vu un petit garçon souffrir. Tu as vu un empire s'effondrer. Tu as planifié tout ça. » « Pièce par pièce, » dit Ellie. « Mais pas pour la vengeance. Pas au début. »« Pourquoi, alors ?» demanda-t-elle. « Pour te protéger, » dit-il doucement. « Pour m'assurer que personne ne pourrait plus jamais te faire ce qu'il t'a fait. » Claire sentit des larmes monter à ses yeux. « Ellie. » Il l'enveloppa de ses bras dans une étreinte chaude et forte, le genre qu'il lui donnait quand il avait 10 ans. Seulement maintenant, il était plus grand, plus fort, et les rôles s'étaient inversés de la plus belle des manières. Il était devenu un homme qui protégeait la personne qu'il avait sauvée. « Je suis fière de toi », murmura Claire contre son épaule. « Plus que tu ne le penses. » Le lendemain matin, Claire et Ellie entrèrent ensemble dans l'ancien immeuble de Marc. Les sols en marbre, les murs brillants et les accessoires polis semblaient plus froids que dans ses souvenirs. Ellie marchait d'un pas assuré, tandis que Marc les suivait comme une ombre. D'anciens employés se retournaient et les fixaient. Certains chuchotaient. Certains observaient avec un mélange de curiosité et de satisfaction. Beaucoup regardaient Ellie avec admiration. Ils le reconnaissaient des actualités économiques, des annonces d'acquisition, des rumeurs. Ils entrèrent dans la salle du conseil. Marc s'arrêta sur le seuil. La pièce était pleine. Membres du conseil, avocats, cadres, tous se redressèrent quand Ellie entra. Marc regarda la table comme si c'était une plateforme d'exécution. Il se glissa sur une chaise, petit et secoué. Claire s'assit à côté d'Ellie, silencieuse mais présente. Ellie posa une pile de documents sur la table. « Commençons, » dit-il. Un avocat se leva. À compter de ce matin, le contrôle de la société a été officiellement transféré. Toutes les décisions majeures seront prises par Monsieur Ellie Matthews. Marc tressaillit au nom de famille, comme si entendre Matthews appartenir à quelqu'un d'autre était plus douloureux que tout le reste. Ellie continua. Nous sommes ici pour révéler la vérité financière, chaque faux registre, chaque dette cachée, chaque manœuvre frauduleuse. Marc essaya de parler, mais les membres du conseil le firent taire. La pièce bourdonna de choc, de colère et de justification alors qu'Ellie présentait preuve après preuve. Des choses que Daniel avait découvertes, des choses que Jenna avait transmises avant de partir. Des choses que la propre équipe d'Ellie avait documentées. Quand Ellie eut fini, la pièce tomba dans le silence. Marc se pencha en arrière, blanc comme un linge. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. Si, tu le savais, dit Ellie. Tu ne pensais simplement pas que quelqu'un t'attraperait. Les yeux de Marc se tournèrent vers Claire. Tu penses que ça te rend meilleur que moi? Non, dit-elle doucement. Ça me rend libre. Marc appuya ses mains sur son visage, tremblant. Et puis la porte s'ouvrit. Evelyn entra. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Claire assise avec confiance à la table. C'était la première fois qu'Evelyn la voyait depuis des années sans peur ni hésitation. « Oh » dit Evelyn sèchement. « Alors, c'est ce que vous faites, vous vous liguez contre mon fils ?»« Non » dit Claire calmement. « Nous lui demandons des comptes. » Evelyn se tourna vers Marc. « Tu les laisses t'humilier. Lève-toi. Dis quelque chose.
Fais quelque chose. Élie parla avant que Marc ne le puisse. Asseyez-vous, Evelyne. Sa tête se tourna brusquement vers lui. Vous ne me donnez pas d'ordre. En fait, dit Élie, si. Je suis le propriétaire maintenant. La pièce se figea. Le visage d'Evelyne rougit. Vous avez ruiné ma famille, siffla-t-elle. Vous l'avez fait vous-même, dit doucement Claire. Evelyne se tourna vers Claire, la voix tranchante. Tu n'as jamais été assez bien pour nous. Et pourtant, dit Claire, votre famille s'est effondrée sans moi. Evelyne ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Pour la première fois de sa vie, elle était sans voix. Claire se leva, la regardant droit dans les yeux. Vous avez essayé de m'écraser, mais je suis toujours là, et plus forte. Evelyne recula, la vérité la frappant durement. Élie posa une main sur l'épaule de Claire, l'ancrant, la protégeant, fière d'elle. Marc était assis, voûté, le poids de tout l'écrasant. Evelyne s'affaissa sur une chaise, incapable de continuer à jouer la comédie. Et juste au moment où la pièce pensait que le pire était passé, Jenna entra, pâle, nerveuse, tenant un dossier contre sa poitrine. « Claire, murmura-t-elle. Je dois te dire quelque chose. » Et Claire se tourna vers elle, ne sachant pas que les mots suivants seraient les plus choquants de tous. Jenna se tenait sur le seuil, comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit d'entrer. La salle du conseil était silencieuse, des dizaines d'yeux rivés sur elle, mais elle ne regardait que Claire. Ses mains tremblaient autour du dossier qu'elle portait, et elle paraissait bien plus fragile maintenant que la femme que Claire avait autrefois imaginée comme sa rivale. « Claire, dit Jenna, la voix faible. Il y a quelque chose que je dois avouer. » Claire ne bougea pas. « Qu'est-ce que c'est ?» Jenna s'avança lentement, ses pas résonnant dans la pièce tendue. Elle s'arrêta devant Claire et baissa la tête. « Il y a quelques années, dit-elle, Marc a déposé une requête pour te faire déclarer légalement incapable. » L'air se figea. Claire cligna des yeux. « Quoi ?» Jenna déglutit difficilement. « Il voulait t'empêcher d'adopter Élie. Il a dit que tu étais instable. Il a dit que tu étais dangereuse. Il voulait te priver de tes droits pour pouvoir continuer sa vie sans que tu ne causes de problème. » Le souffle de Claire se coupa dans sa poitrine, vif et froid. Elle fixa Jenna, incertaine d'avoir bien entendu. Marc laissa tomber sa tête dans ses mains. Jenna continua, la voix brisée. « C'est moi qui ai retiré la requête. Je l'ai volée. Je l'ai cachée. Je ne pouvais pas le laisser te faire ça. Pas après ce qu'il a fait à Élie. Pas après ce qu'il m'a fait. » Des murmures parcoururent la table. Choc, dégoût, incrédulité. Claire sentit quelque chose de lourd bouger en elle, comme un chagrin se mêlant à la clarté. « Toi, tu l'as arrêté ?» murmura Claire. Jenna hocha la tête. « Il m'a dit de la déposer à nouveau. J'ai refusé. Et quand je l'ai menacé de le dénoncer, il a menacé de ruiner ma vie aussi. » Ses yeux s'emplirent de larmes. « J'étais enceinte à l'époque. J'avais peur. J'ai enfin compris qui il était vraiment. » Marc frappa du poing sur la table. « Tu n'avais pas le droit. »« Non, » dit sèchement Jenna, relevant la tête. « C'est toi qui n'avais pas le droit. » Marc se figea devant le feu dans sa voix. Jenna se retourna vers Claire. « Tu méritais une vie. Tu méritais ce garçon. J'ai peut-être fait partie du troupeau au début, mais je ne voulais pas aider à te détruire. » Claire la regarda, choquée, le souffle tremblant. « Pourquoi me dire ça maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que tu mérites la vérité. Toute la vérité. » Élie s'avança. « A-t-il jamais essayé de déposer autre chose ?» Jenna secoua la tête. « Non, je m'en suis assurée. » Marc regarda autour de la pièce, sa mère le fusillant du regard avec horreur, son ex-maîtresse l'exposant, ses anciens employés chuchotant. Il était encerclé, acculé par les conséquences qu'il n'avait jamais pensé voir le rattraper. Claire parla enfin. « Tu as essayé de m'effacer sur le papier. M'effacer de la vie de mon fils. M'effacer de tout. » Marc ouvrit la bouche, mais elle leva une main pour l'arrêter. « Tu ne m'as pas seulement fait du mal, » dit-elle. « Tu as fait du mal à un enfant. Tu as fait du mal au garçon qui t'a supplié de l'aider. Tu as brisé tout ce que tu as touché. » La voix de Marc se brisa. « Je suis désolée. » Claire prit une inspiration, lente et contrôlée. « Je crois que tu es désolée maintenant, mais ça n'annule pas ce que tu as fait. » Il tendit une main tremblante. « Claire, s'il te plaît. » Elle recula et la main de Marc tomba dans le vide. Élie se plaça à ses côtés, grand et inébranlable. Il regarda Marc avec un jugement calme. «
Pas de haine, pas de rage. Juste la vérité de tout ce que Marc avait mérité. Claire, dit Marc, désespéré maintenant. Je t'en supplie. S'il te plaît, parle-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je peux changer. Claire secoua doucement la tête. Certaines choses ne sont plus à moi de réparer. Il s'affaissa de nouveau sur sa chaise, son visage s'effondrant dans ses mains. Ses épaules tremblaient, mais Claire ne ressentit aucune attirance pour lui. Aucune pitié assez forte pour effacer les années de douleur. Elle trouva la paix dans la distance. Les avocats d'Ellie commencèrent à présenter les conséquences juridiques. Accusations de fraude, détournement de fonds de l'entreprise, transferts illégaux. Chaque mensonge que Marc avait construit s'effondrait devant tous ceux qui l'avaient autrefois admiré. Le conseil d'administration vota à l'unanimité pour le démettre de toute fonction future. Il était fini. Quand la réunion se termina, les gens sortirent en silence. Certains jetèrent à Claire des regards compatissants. D'autres approchèrent Ellie pour le féliciter. Claire se leva lentement, ressentant un étrange mélange d'épuisement et de libération. Ellie se mit à ses côtés. « Allons-y. Nous avons fini ici. » Mais avant de sortir, Claire s'arrêta. Elle se tourna une dernière fois vers Marc. Il leva la tête, les yeux rouges, brisés. « Claire. » Elle le regarda avec une calme résolution. Il n'y avait plus de colère, plus de peur, plus de désir pour l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Seulement la vérité. « Je ne te déteste pas, dit-elle doucement. Mais j'ai fini de te porter. » Le visage de Marc se décomposa à nouveau. Claire sortit avec Ellie. Evelyne commença à parler alors qu'il passait devant elle. « Vous avez tout ruiné. »« Non, » dit Claire, s'arrêtant juste assez longtemps pour croiser son regard. « Vous avez appris à votre fils à croire que l'amour était quelque chose qu'il pouvait écraser, et il a écrasé tout ce qu'il a touché. » Evelyne détourna le regard, incapable de répondre à la vérité. Dehors, l'air froid semblait différent, plus léger, comme si le monde avait changé. Claire inspira profondément. C'était comme sa première vraie respiration depuis des années. Ellie marcha avec elle jusqu'à la rue, leur pas lent, silencieux, mais sûr. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Claire hocha la tête. « Oui, je crois que je le suis enfin. » Ils marchèrent jusqu'à un petit belvédère près du centre-ville. De là, la ville s'étendait sous eux, des lumières brillant, des voitures se déplaçant, des gens vivant des vies qui n'avaient rien à voir avec la trahison ou le chagrin. Ellie se tenait à côté d'elle, les mains dans les poches, le regard fixe. « Tu sais, dit-il, le monde me voit comme une sorte de génie, un prodige qui a tout construit à partir de rien. »« Tu l'as fait, dit Claire. » Il secoua la tête. « Non, tu m'as sauvé. Tu m'as donné quelque chose pour quoi construire. » Claire sentit sa gorge se serrer. « Ellie. » Il se tourna vers elle. « Je ne suis pas devenue qui je suis parce que j'ai été abandonnée. Je suis devenue qui je suis parce que quelqu'un a cru en moi en premier. » Elle regarda de nouveau la ville, le cœur plein. Tout ce qu'elle avait enduré l'avait menée à cela. La douleur, la trahison, le chagrin, et ce petit moment où elle avait choisi un garçon grelottant près d'un étal de marché. Un garçon qui l'avait sauvée en retour. « Ellie, » dit-elle doucement. « Oui. Je suis fière de toi. » Il sourit, le doux sourire qu'elle aimait. Chaleureux, reconnaissant, sincère. « Je suis fière de nous, » dit-il. Une brise souffla, les effleurant. La nuit semblait calme maintenant, honnête, propre. Pour la première fois depuis longtemps, Claire se sentit entière. Parfois, les gens qui essaient de vous détruire finissent par construire le sol sur lequel vous vous élevez. Et parfois, la famille que vous choisissez devient celle qui vous élève plus haut que quiconque ne l'aurait imaginé. Claire posa sa tête sur l'épaule d'Ellie. Et dans la lueur des lumières de la ville, avec tout derrière eux et tout devant, ils se tenaient ensemble. Mère et fils. Survivants. Vainqueurs.